Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Et aujourd'hui, pour cette 112e, ça va être l'heure du bilan. Et pour ce bilan, on a du beau monde autour de la table puisqu'on attaque. On a lesviolets.com avec Emmanuel. Comment il va, Emmanuel? Emmanuel, il coupe même pas le son, il fait juste le petit salut. On sent encore le dégoût de ce week-end. On a les trois petits milieux de terrain qui sont là, toujours bien travailleurs et toujours présents. C'est Auxence, Mehdi et Vincent pour la feuille de match. Comment ça, les gars? Ça va, ça va. Ça va, ça va. On digère doucement. Moi, je bois la tisane pour digérer tout ça. Bonsoir à tous, ouais, ça va. Bon anniversaire à Nathan qui est absent pour son anniversaire, pour faire bien les choses, hein. Il a cru que c'était férié, lui, carrément, son anniversaire. Pourquoi cet anniversaire, exactement. Et en défense, on n'aura pas. Bon, peut-être un membre à 10, mais surtout Capo des Indians, c'est président. Vous l'avez reconnu, c'est Alexandre. Comment ça va, Alex? Ça va la forme? Messieurs, le programme, il est simple, hein. C'est l'heure du bilan. La saison vient de se terminer, 38 journées sont passées. Le barrage de Ligue 2 et de Ligue 1 est passé. On y reviendra un petit peu, mais on ne va pas forcément faire un débrief. Je pense qu'on y viendra durant l'émission, bien sûr, quand on va aborder la fin de saison. Mais on va partir tout simplement sur un bilan global de la saison de notre TFC. On va essayer d'aborder le plus de choses possible. Vous pouvez bien sûr réagir sur la page lesviolets.com, Vincent qui est là, relaiera vos infos, vos commentaires et vos réactions. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Ah, Maga de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué! Yann Podigère! Messieurs, je vous propose qu'on entame cette émission. On va recontextualiser un petit peu le début de saison dernier, on va dire. Donc, le club qui était en vente, vendu officiellement que le 20 juillet 2020. Donc, Redberg qui a acquéri 85% du club et qui laisse 15% à Sadran. Donc, on est dans l'été. Komouli est ensuite intronisé président aussi des délégués, qui amène toute son expérience, son fameux premier recrutement data. Donc, une nouvelle ère totale s'ouvre au sein du Toulouse Football Club. Sportivement, c'est le néant. On vient de descendre de Ligue 1. On enchaîne les matchs sans victoire depuis un petit moment. Et au final, si on fait le bilan sportif cette saison, notre première saison en Ligue 2, on finit 3e de Ligue 2. Messieurs, 20 victoires, 10 matchs nuls, 8 défaites. On finit meilleure attaque avec 71 buts. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu autant de buts marqués. On en encaisse 42. 3e place, une victoire 3-0 contre Grenoble, mais malheureusement, comme on l'a vu la semaine dernière, une défaite au match aller face au Nantais au barrage pour accéder à la Ligue 1 2-1 au Stadium, une victoire 1-0 à l'extérieur, mais qui ne suffira pas à monter en Ligue 1. Et du coup, on restera en Ligue 2 pour la saison prochaine, ce qui change pas mal de plans, je pense, du côté du TFC. Mais de manière générale, vraiment de manière générale, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, messieurs, quel est le sentiment qui vous domine quand vous regardez la saison du TFC cette année? Emmanuel. C'est vraiment hyper dur de répondre à ça. Parce que, et vraiment d'un point de vue général, quel sentiment tu as? Justement, ça dépend parce que après, la première chose, c'est qu'on a vécu une année d'une intensité qu'on n'avait plus connue depuis peut-être, 2009 quand on se qualifie en Europa League. Mais donc ça, c'était déjà incroyable avec une communion entre le club et les supporters qu'on ne connaissait plus. Et c'est paradoxal que ce soit tombé sur une année où il n'y a personne au stade, mais ça, c'était assez ouf. Même après, voilà, on finit avec la meilleure attaque. Enfin, il y a plein de choses auxquelles on n'était plus habitué. Donc ça, c'est assez fou. Et moi-même, en août-septembre, je ne misais pas du tout là-dessus. Et si on m'avait dit, ne serait-ce qu'on était dans le top 5, j'aurais signé. Après, moi, je n'ai pas complètement digéré quand même cette fin de saison. Et j'ai quand même le sentiment que c'est un putain de gâchis au final, la conclusion. Donc, j'ai peur qu'on se morde les doigts de ne pas avoir profité de cet effectif qui était, à mon avis, largement au-dessus des autres en Ligue 2 cette année. Et à mon avis, en Ligue 2, il ne faut pas laisser passer sa chance quand elle arrive. Donc, c'est pas impossible qu'on ait signé pour 3 ans de Ligue 2, voire plus. Enfin,
On en connaît des exemples de clubs et il n'y a pas de raison qu'on soit différent, qui sont restés des années en Ligue 2 comme ça. Restons sur le bilan général. Restons sur le bilan général. Ben voilà, le bilan général, c'est ça, c'est que c'est beaucoup de plaisir pendant la saison, mais un dénouement qui fait que ça ne peut pas être une satisfaction, quoi. Ok. Alex, côté Indians, ou de ton côté, tout simplement, juste de manière générale, toi, quel sentiment domine sur la saison du TEF? Bien évidemment, il y a de la frustration d'échouer si proche de la montée, que ce soit sur la saison régulière, on va dire, où on finit à 2 points de Clermont, mais aussi sur ce barrage-là où il manquait qu'un seul but. Donc forcément, c'est frustrant quand on se refait la saison de se dire que 2 points, ça peut être n'importe quel match qu'on a perdu, ou on a fait match nul, qu'on a laissé filer. C'est frustrant. Après, il y a quand même aussi une immense fierté retrouvée, quoi. On a un TEF qui nous refait envie, qui nous a tenu en haleine jusqu'à la fin de la saison, qui a marqué des buts, qui a fini meilleure attaque du championnat. Ça, c'est quand même complètement improbable qu'on ait le Toulouse Football Club. Donc, ouais, on a quand même on a retrouvé un TEF qui nous fait vibrer. Et ça, c'est ce que je retiendrai, moi, de cette saison. Est-ce que c'est pas le plus gros point positif de cette saison, d'ailleurs, cette nouvelle communion, on va dire, avec les supporters, cette fierté retrouvée avec les supporters, et toi, je pense que tu l'as vu de plein fouet, en plus, quand tu as fait les accueils de bus. Ouais, bien sûr. On se dit que sur la lancée de l'année dernière, ça aurait pu être catastrophique avec le désintérêt qu'il y avait de tout le monde pour le club. Si tu fais une saison où tu finis ne serait-ce que dans le ventre mou du championnat en Ligue 2, où tu racontes pas grand-chose, ça aurait pu être catastrophique et ça aurait pu être vraiment le néant après autour du club. Là, bon, on n'a pas pu le mesurer au stadium, mais le club recommence à mobiliser des foules et ça fait chaud au cœur. Vincent, tu as des réactions déjà et aussi des réponses à un sondage que tu as lancé. Oui, concrètement, le sondage était assez simple, hein. C'était sur êtes-vous satisfait de la saison? Alors, sur Instagram, sur 52 votants, on a 42 personnes qui sont satisfaites et 10 qui ne le sont pas. Sur Twitter, que je retrouve le sondage, bien sûr, que je viens de perdre en direct. Non, c'est bon. Il y a pareil 55 votants, pardon, 70% de satisfaits, 25% qui attendaient un peu plus et 3% de pas satisfaits. Sur les commentaires sur la vidéo, pareil, actuellement en direct sur le Facebook Live, on a Florian, des regrets, mais confiance totale aux gens compétents nommés au club. Mika, fierté et regrets, mais une âme retrouvée. Chris, sentiment général, la frustration. Et Yann, pour terminer, la résurrection du TEF et cette communion avec les supporters, puis j'accroche avec le président. Et bon anniversaire Yann, son anniversaire aussi. Ok. Mehdi, Auxence, on ne vous a pas encore entendu. Après, on va enchaîner, on va revenir un peu sur le fil de la saison, mais vous, le sentiment qui vous domine? Vas-y, Mehdi. Juste fier. Voilà. Donc, pour la première fois depuis 10 ans, j'ai acheté un maillot du TFC. Et voilà, je l'ai sur le dos et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est que j'ai toujours suivi ce club et j'ai presque toujours eu le sentiment, bon, ben, parce qu'on l'a, on ne choisit pas, il nous tombe dessus. Et depuis 10 piges, de le suivre un peu, presque avec contrainte. Et maintenant, là, depuis cette saison, je l'ai suivi avec envie. J'ai envie de savoir ce qui va devenir, malgré tous les changements qu'il peut y avoir la saison prochaine. Et voilà, je le regarde maintenant et avec envie. J'ai vraiment envie d'aller au stade, quoi. C'est plus une routine où on y va juste comme ça. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment envie d'y retourner. Bon, le Covid, je pense, exacerbe un peu tout ça. Mais voilà, moi, c'est ce sentiment-là qui dominera. Moi, je le dis, je l'avais dit depuis le début, j'ai jamais cru au barrage. J'ai même été étonné d'avoir espéré. Voilà. Donc moi, je retiens que du positif sur la saison, même si tout n'a pas été parfait. Mais on a tellement été habitué à pire que ça fait juste du bien, en fait. Voilà, de retrouver une bonne bande de mecs là, qui se bat pour le club, des pitchouns qui se battent aussi. Et puis voilà, tout simplement. Et puis enfin, un président, quoi. Un président présent et qui défend ce club-là, qui travaille correctement et de façon professionnelle. Le club se structure petit à petit. Il y a encore des choses qui vont arriver l'année prochaine. À chaque fois qu'on passe devant, il y a des évolutions, notamment au niveau des terrains, les 2 nouveaux terrains derrière Daniel Fauché. Enfin voilà, il y a même à l'intérieur du club, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais voilà, ça se structure beaucoup avec Olivier Jaubert aussi. Et j'ai juste envie de retenir ça. Et moi, je ne suis pas forcément pessimiste pour dire qu'on va rester des années et des années en Ligue 2. Je pense qu'en travaillant correctement aussi,
notamment sur le recrutement avec l'arrivée de McFarlane dont on a déjà On va venir après, ça Mehdi. Et voilà, moi pour l'instant, évidemment il y a eu une petite déception de mon côté, mais j'ai envie de retenir honnêtement tout le positif et tout le bonheur qu'on a eu à suivre cette saison, quoi. Et donc ça, en quelques mots, et après on accueille Samuel qui est arrivé en retard mais qui va nous rejoindre. Ouais, moi, ce qui me marque le plus cette année, c'est quand même le fossé qu'il y a entre septembre 2020 et mai 2021, juin, pardon, maintenant 2021. Et c'est là qu'on se rend compte en fait de l'évolution qu'il y a eu. C'est ça qui est incroyable. Alors certes, pour la saison régulière, on finit troisième, on perd des points un peu stupidement, on rate la montée directe de pas grand-chose. Mais je pense que malgré tout, il y a du positif à retenir, il n'y a pas tout à jeter. Et pour moi, l'opération Reconquête, elle est gagnée partiellement. D'un point de vue de supporter, oui, mais sportivement, du coup, non, forcément. Ok, merci. On accueille du coup Samuel qui arrive avec un petit peu de retard mais qui est parmi nous. Ça va Samuel? Salut Camille, salut tout le monde et gros big up à Nathan pour son anniversaire, on n'a pas oublié. Et c'est pour ça qu'il était en retard, il buvait une bière du coup pour fêter son anniversaire et lui nous en rejoint. Exactement. Messieurs, on va se refaire un peu le fil de la saison avec quelques faits marquants. J'en ai noté quelques-uns, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Pour moi, le premier fait marquant du TF sportivement, c'est cette fameuse 5e journée, la première victoire toulousaine qui arrive après plus de 23 matchs sans victoire, pratiquement presque un an sans victoire. Même les matchs amicaux de estivaux étaient des nuls et des défaites. C'est une victoire face à Auxerre qui va un petit peu nous lancer. Est-ce que pour vous, déjà, c'est un premier tournant de cette saison, ce match? Mehdi, je te vois hocher la tête. C'est un déclic. C'est tout simplement le déclic. Parce que les joueurs en avaient besoin, ceux qui étaient là depuis un moment, le club en avait besoin, les supporters, tout le monde en avait besoin de se sortir de cette spirale-là. Et puis, quand on voit ce que ça a pu enclencher derrière, ben, ça me semble quand même évident que ça soit si ce n'est même le fait marquant de la saison pratiquement. Parce qu'après, au niveau des matchs, on ne va pas se mentir, il y a eu très peu de matchs où il y a eu des buts à la dernière minute, des trucs incroyables. On n'en a pas eu tant que ça au final. On a été assez régulier, etc. Donc, retenir celui-là, je pense que c'est bien évidemment, c'est plus que logique, quoi. Et quand on pense qu'en plus, c'est Morera qui déclenche ça, c'est encore plus drôle, quoi. Voilà. Ouais, en plus, après, on engrange des points quand même juste après ce premier match. Et pour moi, il y a un deuxième tournant qui arrive, c'est ce fameux match foufou, ce 5-4 perdu face à Valenciennes. Et messieurs, écoutez bien la petite stat qui fait un petit peu mal, mais on a pris 0 points cette saison face à Valenciennes. Valenciennes nous en a pris 6. Et si je vous dis que pour Dunkerque aussi, c'est la même chose, que Dunkerque, on perd le premier match 1-0 au stadium. Non, on fait match nul là-bas. Oui, pardon, on perd 2 points. 4 points. On perd 4 points. Est-ce que tu vois, c'est pas sur ce genre de match que la montée déjà serait pas déjà jouée? Il a raison, mais du 5 même. En tout cas, ce 5-4 face à Valenciennes, il fait mal aux têtes parce que juste après, on enchaîne aussi un match à Chambly. Donc, il a fait mal, il a fait très mal à la tête aussi, celui-là. Camille, il fait mal à la tête, mais en même temps, il reflète, et je pense qu'on a compris ce jour-là, la saison qu'on allait voir. C'est-à-dire cette équipe qui va de l'avant, qui va encaisser beaucoup de buts, elle a encaissé beaucoup de buts, mais parfois le plaisir qu'on a à l'avoir joué parce qu'elle va de l'avant, quoi. En fait, on a vu sa force, mais aussi toutes ses faiblesses sur ce match-là, et c'est peut-être ce genre de choses qui l'a rendu sympathique, et c'est vraiment le premier où on s'est rendu compte de ça, et c'est ce qu'on a vu par la suite, quoi. Est-ce que vous pensez que justement ce côté un peu foufou, cette petite fébrilité défensive, parce que je me rappelle quand même dans pas mal d'émissions, quand on parlait de la défense, je crois que Dupé, je n'ai pas la stat exacte, mais il a presque une quinzaine de clean sheets quand même. Et quand il prend des buts, par contre, il n'a pas fait semblant. Et sur des matchs comme Valenciennes, est-ce que vous pensez que ça a été aussi là, peut-être ce petit déclic de cette saison, ces petits matchs où on a tellement été en dessous qu'on a pris l'eau de partout? Ah bah la montée, on la perd sur des matchs comme ça, ouais. C'est ce que tu disais, Valenciennes, Niort, Chambly, Dunkerque. Rodez aussi, ouais, voilà. C'est contre ces équipes-là, parce qu'après, je crois que si on fait le bilan contre le top 6, on est parmi les meilleurs. Contre les gros, on a plutôt bien marché. Donc, c'est sur ces matchs-là, c'est difficile d'expliquer concrètement pourquoi, parce que c'est
C'est des matchs qui sont vraiment beaucoup plus faciles parce qu'il y avait vraiment un fossé là, dans cette Ligue 2-là entre les 6 premiers dont on était et tous les autres en fait, qui étaient vraiment un ton en dessous, y compris Valenciennes. Donc, ouais, on va dire que c'est notre irrégularité. Après, je pense qu'il y a aussi une question de tactique là-dedans et le fait qu'on n'a jamais complètement trouvé une défense stable. Même si après, à la fin, les 3 de derrière, on les connaissait avec Dewas, Gabrielsen et Amiens, on n'était pas plus solide et on l'a vu jusqu'à la fin. Donc, si on a perdu la montée, c'est sûrement à cause de ça. Ouais. Notre fébrilité, notre fragilité sur certains matchs, parce que comme tu l'as dit, on a aussi fait beaucoup de clean sheet. Mais quand on se ratait, c'était pas à moitié, quoi. Et puis, fait historique, c'est quand même la dernière titularisation de Koulibaly dans le championnat, je crois. Ça quand même, il faudra le retenir peut-être. Et face au gros, on perd très peu de points. Clairement, on fait match nul chez eux, on gagne à la maison. 3, je crois qu'on fait une victoire là-bas et match nul chez nous. Je pense qu'il y a un truc qui a souligné, c'est l'aspect mental en fait. Parce qu'il y a plein de fois où on a eu l'occasion de passer premier et on n'a pas su saisir cette chance-là. Je pense notamment aux matchs, des matchs simples où les adversaires se jouaient peut-être les uns les autres, où on a eu des occasions vraiment franches de passer ne serait-ce premier ou de mettre vraiment un gros écart avec Clermont, voire avec Troyes. Et il y a toujours eu à ce moment-là un grain de sable, un petit truc qui a fait qu'une erreur défensive, un plat du pied de Morera qui finit pas dans la cage à 3, toujours des petits trucs comme ça, une égalisation coûteuse qui nous coûte 2 points à la maison contre Guingamp. Et finalement, tout ça mis bout à bout, je pense que mentalement, si j'imagine bien qu'on va parler après du coach, de la vie de groupe, de l'avenir et tout ça. Je pense que mentalement, c'est peut-être plus mental que technique le fait qu'on ne monte pas cette année, parce que je sais pas si… Alors, de source sûre, je sais que le TFC s'est dernièrement attaché les services d'une préparatrice mentale. Donc, il y a eu un réel effort de fait par le club de ce côté-là, mais ça montre bien qu'ils avaient conscience des failles mentales qu'il pouvait y avoir dans cette équipe. Et preuve en est, s'il n'y a pas monté à l'arrivée, je pense que ces failles-là, elles n'ont pas totalement été comblées. Alex, toi, est-ce que tu penses que ces failles-là auraient pu être comblées par un 12e homme cette saison? Moi, je suis certain que si la saison ne s'était pas déroulée à huis clos, on serait en Ligue 1 aujourd'hui. Parce que ce n'est pas Troyes ou Clermont qui auraient gagné des points grâce à leur public. Nous, surtout sur les derniers matchs de la saison, je pense que le stadium aurait été pas loin d'être plein. Pour le match de barrage, c'est sûr qu'il aurait été plein. Je suis convaincu qu'il y a des matchs qu'on n'aurait pas perdus, notamment Valenciennes. Il y avait eu Guingamp aussi à la maison, on fait match nul. Je suis sûr qu'on va le chercher, celui-là aussi. Enfin, il y en a plusieurs, et ça, on n'enlèvera pas de la tête en tout cas. De toute manière, les stats le montrent. Je ne sais pas exactement en Ligue 2, mais sur tout ce qui est Ligue des Champions de Ligue 1, les victoires à l'extérieur sont beaucoup plus présentes que les saisons. Ouais, mais ce paramètre, il est un peu. Alors, je te rejoins totalement, Alexandre, là-dessus. Mais ce paramètre, le problème, c'est qu'il est le même pour tout le monde, finalement, parce qu'il y a des clubs comme Troyes qui ont un public. C'est faux de dire le contraire. À Troyes, dans les plus belles années où ils sont remontés, le stade de l'Aube était tout le temps plein. Il y avait un vrai soutien populaire. C'est une vraie ville de foot. Et finalement, eux, ils ont été. Non, c'est plus pas convaincu, Alex. Pas trop. Non, mais ils sont habitués en Ligue 2 à faire il y a un vrai soutien populaire. Là-bas, par exemple, je te prends 3, mais j'aurais pu te prendre d'autres exemples. Mais parce qu'ils ont déjà eu le cas où ils sont déjà montés plusieurs fois en Ligue 1 avant de redescendre, et qu'à chaque fois, les montées, les épisodes de montée en Ligue 1 s'accompagnaient d'un soutien populaire fort. Et le problème, c'est que je pense que là, se cacher derrière ça, c'est un peu facile. Non, on ne se cache pas derrière ça. On émet une hypothèse. Voilà, c'est une hypothèse. Après, oui, c'est une hypothèse, mais c'est un peu, tout le monde essaie de loger la même enseigne. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le 12e homme aurait vraiment apporté quelque chose d'autre, mais on était tous logés à la même enseigne, alors on ne peut pas vraiment s'en plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, l'impact du public, il n'est pas le même selon que tu es Monaco ou que tu es Lens, tu vois. Donc, c'est pareil en Ligue 2. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, avec la dynamique qu'il y avait, l'effervescence qu'il y avait autour du club, alors qu'on était en Ligue 2, si on avait commencé à voir qu'on allait dans un stade plein et tout, même moi qui suis à Paris, je serais redescendu plein de fois juste pour y aller. Et je suis sûr que ça aurait poussé les joueurs de jouer devant 15 000, 20 000 personnes en Ligue 2 pour des matchs importants. Je suis sûr qu'on aurait pu faire ça. Et jouer devant toi, ça n'aurait pas été le cas. Sur la saison là, avec le huis clos, je trouve qu'il n'y a vraiment personne, qu'il n'y a aucun groupe de supporters, enfin, qu'il n'y a aucun club où il y a eu mieux que chez nous en Ligue 2 cette saison. Ouais.
Il y a eu des essais dans certains clubs, mais c'était. Non, mais il y en a qui ont fait des accueils de but, c'est tout, mais c'était incomparable à ce qu'on a fait nous. Mais Non. d'ailleurs, Et puis c'est plus à l'extérieur qu'on a perdu des points finalement. ouais. Alex, attends. 2 secondes. Alex, d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à vous, parce que là, on fait le compte des matchs un peu décisifs, mais côté supporter, côté accueil de bus, quel était le plus important pour vous? Quel était le plus sympa, peut-être? Ou je ne sais pas, quel était pour vous peut-être un tournant dans cette saison par rapport à ces accueils? Ben, le plus important qu'on ait fait, enfin, c'était celui de jeudi dernier, hein, c'était le plus massif, c'est là où il y a eu le plus de monde. C'était la folie, complètement. Après, à chaque fois qu'on a organisé les trucs publiquement, l'équipe a fait un gros match derrière et a gagné. Donc, je suis convaincu qu'on a eu notre rôle aussi à jouer à notre échelle de supporters à la maison, quoi, on va dire. Ouais. Maintenant, après, voilà, toujours pareil. Si on aurait été au stade, je suis sûr qu'on serait monté. Vincent, des réactions? Beaucoup, beaucoup de réactions. Ça refait vraiment la saison sur le live Facebook. Ça revient beaucoup sur les moments où la saison s'est jouée. On a Frédéric, par exemple, qui parle d'une phase de retour horrible en déplacement. Pour lui, c'est là que la montée s'est perdue. Il y a Flo aussi qui parle plus que de nos contre-performances. On a surtout Troyes et Clermont qui ont fait un sacré parcours. C'est quelque chose qui revient souvent. Ça se projette aussi sur l'année prochaine. Il y en a qui ne sont pas forcément confiants. Pour eux, c'était pour Bernard, par exemple, l'occasion de monter ne se reprendra pas automatiquement l'an prochain. Beaucoup de débats aussi sur les rumeurs de coach, mais ça, j'imagine qu'on y reviendra. On a aussi Fabrice, pour lui, pas d'inquiétude, nos amis bordelais vont nous sauver. Voilà, donc il y a encore cet objectif-là. Il y a Corentin aussi qui parle même comme Oli a dit en début de saison, que si le club ne montait pas, ce serait un échec. Donc, même si le TFC est bien mieux que l'année dernière, c'est un échec. Il a dit que ce ne serait pas une catastrophe, pour être précis. Il n'a pas dit que c'était un échec. Un échec sportif, peut-être, mais. Il a Oui. dit que c'était juste lui et lui seul, et pas les propriétaires, pas Redbird. C'est lui seul qui avait fixé cet objectif-là. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un objectif purement sportif. Et effectivement, que sur ce plan-là, peut-être qu'ils le vivent comme ça parce qu'ils étaient persuadés d'être assez forts pour monter. Mais que sur tout le reste, sur tous les autres plans, ce n'est absolument pas une catastrophe et c'est des choses qui avaient sûrement déjà été réfléchies. Après, ouais, il avait dit ça. Au début, il avait dit qu'il voulait monter dès cette année et tout, mais il avait aussi dit que l'objectif, c'était 2-3 ans, je crois. Moi, 2 ans, ouais. je crois que c'était vraiment l'échéance, c'était ça. Donc, je pense que c'est le plus cohérent. Parce que monter la première année, comme on aurait pu le faire là, ça aurait été incroyable. C'était difficile d'avoir cette ambition-là, parce qu'on partait vraiment tellement bas que après, la saison a fait qu'on a pu l'espérer. Mais bon, c'est pas un objectif en soi. Et après, juste, je voudrais revenir sur un commentaire qui disait que Clermont et Troyes avaient fait un parcours exceptionnel. C'est vrai qu'ils étaient très forts et qu'ils ont été hyper réguliers à des moments où nous, on flanchait un peu. Et c'est là qu'on a commencé à galérer vers mars-avril. Mais si on regarde les points à la fin de saison sur les saisons précédentes en Ligue 2, c'est globalement la même chose que cette année. Donc, ils n'ont pas fait un parcours mathématiquement qui est particulièrement supérieur à la La norme. vraie question, c'est est-ce que c'est Troyes et Clermont qui gagnent leur Ligue 2 ou c'est ce que Toulouse la perd son accession? Enfin, comment dire? Est-ce que Clermont et Troyes ont vraiment fait le taf et ont été tellement réguliers ou c'est nous qui avons peut-être aussi un peu loupé certains coches que cette défaite à l'extérieur, quand même, dans la seconde partie de saison, le Covid aussi, attention, n'oublions pas les cas de Covid où on a eu quand même un peu de mal. Enfin, c'était compliqué. Auxence, on t'a pas trop entendu encore par rapport à tout ça. Si, c'est vrai que c'est vrai qu'on rate plusieurs fois l'occasion de passer premier, comme ça a été dit. Plein de matchs comme Valenciennes, Pau, Niort, effectivement, où tu rates l'occasion de passer premier. Ça ne se représente pas plusieurs fois. Et alors oui, moi je dirais que le TFC a quand même un peu loupé le coche, mais effectivement le parcours des deux autres équipes était réussi. Mais je pense que quand même on peut se mordre les doigts sur certaines occasions. Oui, oui, vas-y. Non, il y a du non. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Je pense qu'effectivement, on était à notre place à la lutte avec Clermont, qu'on a flanché. On a eu tous les deux, les deux clubs, des gros épisodes de Covid. Voilà, et puis ça s'est joué là. Après, Troyes, moi, je trouve presque que leur total de points est faible par rapport à leur, souvent, pas tout le temps, mais souvent leur qualité de jeu et ce qu'ils ont mis en place. Je sais pas. Voilà, en plus avec un entraîneur, forcément, nous à Toulouse, en plus, on a une affection particulière pour Baclès. Et voilà, Troyes, je pense que
sur le projet, ce qu'ils ont fait ces dernières années. Et j'ai envie de dire la même chose sur Clermont, sur la régularité des dernières années, ils le méritent aussi, voilà, sur leur travail, sur tout ça. Et on l'aurait mérité aussi quelque part. Mais c'est comme ça, c'est juste cruel parce qu'il n'y en a que 2 sur 3. Il y a quelques saisons, les trois auraient été en Ligue 1 et ça aurait été Parfait. Normal, parfait et tout à fait normal sur la saison de Ligue 2. C'était les 3 équipes largement au-dessus. Ouais, c'est ça. Cette année, en fait, il y avait 3 équipes qui méritaient de monter. C'est pour ça que c'est d'autant plus cruel et qu'on sent que c'est pas normal qu'on soit pas monté parce que c'était vraiment logique par rapport à ce qu'on a montré. Après, par rapport à 3, entre notre parcours et le leur, il y a vraiment des similitudes. Genre, dans le jeu, nous, on a été très bien jusqu'à février-mars. Et après, on a commencé à être irrégulier, ça s'est délité un peu. Et 3 aussi, ils étaient beaucoup moins souverains sur les derniers mois. Mais ils ont continué à gagner à l'arrache. Mais ils gagnaient 1-0, voilà. Là, contre Pau, ils se prennent un but du gardien qui est annulé. Enfin, ils ont eu de la chatte aussi, qu'on n'a pas eu. Et c'est ce qui a fait la différence. Enfin, pas la chance, mais le fait de savoir gagner ce genre de match que nous, on n'a pas gagné quand on était moins bon. Et puis Christophe de la rédaction du site me souffle que fin janvier, on avait quand même 5 points d'avance sur Clermont. Donc il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est celle-ci. Et donc voilà, après tu peux la tourner dans tous les sens la saison, tu peux faire des calculs de ce que tu veux. C'est qu'au bout d'un moment, il t'a manqué une petite étincelle, tu rajoutes le Covid, tu rajoutes tout ce que tu veux, et puis ça fait qu'à la fin, tu rajoutes le barrage qui est fait dans tous les cas pour que l'équipe de Ligue 1 se maintienne, et ça on le sait, on enfonce des portes ouvertes. Voilà. Et puis moi, le truc qui m'inquiète, c'est que maintenant, je ne sais pas si on n'a pas mangé notre pain blanc, parce que si la Ligue 1 elle passe à 18, ça veut dire que tu fais quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une montée éventuelle. Tu as le champion qui monte et le barrage qui sera toujours dans la même configuration avec le 17e qui va jouer contre le second. Comme la Pro D2, ça ira. Ouais, mais vu les clubs qui descendent, c'est beaucoup moins inquiétant que d'autres années. Ah, je sais pas si c'est beaucoup plus ou beaucoup moins inquiétant, mais dans tous les cas, si ça passe à 18, la seule chose que je sais, c'est que ça va nous compliquer encore plus la tâche. Oui, on n'en est pas encore là. Et juste sur une chose, 3, à contrario de ce qu'on dit, 3 enchaîne seulement une série de victoires lors des dernières journées. C'est 5 victoires d'affilée. Après, sur le reste de la saison, il n'y a jamais eu plus de 2 ou 3 victoires d'affilée pour 3. Alors que nous, cette série, on l'a fait au mois de décembre, janvier. Donc, ils ont été comme ça toute l'année. Mais sur la fin de saison, ils ont gagné ric-rac, mais ils ont gagné. Fini avec les moments forts du sondage. Après, on enchaîne. On va passer au cas de M. Patrice Garande. Sur Instagram, on avait posé la question du moment le plus fort de la saison. Donc, il y a beaucoup de fois, le match d'Auxerre est revenu. Donc, pour Théo, la victoire face à Auxerre, ça faisait 1 an que je n'avais pas été aussi heureux. On embrasse sa vie privée. Lucas, pareil, le match contre Auxerre, c'était le déclic qui nous a redonné le goût à la victoire. Il cite aussi quand Koulouris a essayé de marquer, mais il a raté. On a aussi Cobron, l'arrivée du bus avant le barrage aller. Pour Henri, c'est la première mi-temps face à Amiens. Ulysse, la victoire contre Bordeaux en coupe. Pour Max, c'était TFC Caen avec l'hommage à Christophe Roveau. Pour Florian, c'était le coup de gueule de Comolli. Et on a aussi donc Lucas pour le 1-1 Clermont TFC en début de saison. Et la première victoire au Stadium pour Romain également. Il y a des supporters qui se complaisent dans le coup de gueule de Comolli, ça me régale. Ça me régale. Écoute, il en fout pour tous les coups. Ça me rigole. Le bilan du coach, parce que il y a pas mal de rumeurs là. Apparemment, Monsieur Thierry Lauré pourrait devenir entraîneur du TFC. Batles est libre, Comolli l'aime bien, Garande. Batles n'est pas libre. Il lui reste 2 ans de contrat. Batles n'est pas du tout libre. Il lui reste 2 ans de contrat, 3. Attention. Oui. Mais il est apprécié par Comolli. Excuse-moi pour la petite erreur, il est apprécié par Comolli. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantom, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. En attendant, notre coach, nous, c'est Patrice Garande. Il a été quand même arrivé en cours de saison. Il nous fait une meilleure attaque de Ligue 2. Il a installé un 3-5-2. Il a mis un jeu vraiment tourné vers l'avant. Une défense un peu fébrile assumée. Il a un contrat de 2 ans, donc il lui reste un an de contrat. Avant qu'on parle des futurs, des machins, etc., déjà sur la saison, est-ce que par rapport au début de saison, quand on vous a annoncé Patrice Garande, vous êtes satisfait de sa saison ou
on a des choses à dire, il y a des débats, et comme on a pu le dire déjà dans cette émission, certaines carences sur certains points. Samuel, je te vois hausser les yeux. Moi, en fait, j'étais pas j'étais un peu dubitatif quand en début de saison on nous a annoncé Patrice Garande parce que je pensais en termes de jeu, ok, il avait l'expérience d'avoir fait remonter Caen de Ligue 2 en Ligue 1, il connaissait un peu ces batailles-là, il avait l'expérience pour le faire. Après, c'est pas le coach qui produisait le jeu que j'aurais aimé voir à Toulouse. Il a eu le mérite à mettre à son crédit quand même. Il récupère une équipe qui est dans un état psychologique lamentable. Il a su, alors ça a mis du temps parce que forcément toutes les recrues ne sont pas arrivées tout de suite. Et moi, ce que je regrette surtout, et ce qui explique aussi une partie de ces résultats mauvais en début de saison, c'est qu'il y a eu un retard global de 3-4 semaines sur le mercato qui ne l'a pas aidé à performer en début de saison. La vente, même, tout simplement. Voilà, qui handicape le club dans sa globalité. Après, pour revenir sur Patrice Garande à proprement parler, moi, si la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue avec Patrice Garande ou pas, en ce qui me concerne, je me positionne sur le non parce que il a failli à sa tâche dans le sens où la mission qu'on lui avait confiée, c'était de remonter. Certains me trouveront sans doute sévère, mais je vais aller au bout de mon raisonnement. Il a failli à sa tâche parce que la mission qu'on lui avait confiée, c'était de remonter immédiatement en Ligue 1. Il n'y est pas arrivé. Et puis, il y a eu des distensions, des conflits, notamment le Kataoui au début de l'été. Lui, il voulait le garder, le président l'a pas voulu. Voilà, il y a eu des accrochages avec Gabriel Sen. Libre à vous de nous croire ou pas, mais voilà, c'était voilà. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, des joueurs qui se sont plaints de ces méthodes d'entraînement ou plutôt de ces non-méthodes d'entraînement parce qu'il y a eu la volonté de plusieurs joueurs d'apprendre des schémas tactiques nouveaux. Ils étaient friands d'en faire plus et ils se sont retrouvés un peu là de constater que finalement, ils avaient beau demander ce qu'ils voulaient, ils n'obtenaient pas forcément grand-chose. Donc voilà, je sens que c'est pas avec Patrice Garande qu'on arrivera à… Je pense qu'il faut le remercier pour la saison où il nous a fait vivre des émotions. On a eu une super attaque. Franchement, si on avait été au stadium, on serait régalé. Mais repartir avec lui l'an prochain, je pense qu'effectivement, tu disais, Camille, que Laurent Batles était libre. En tout cas, il était intéressé par venir. Oli aime bien Batles. Voilà, tout à fait. Moi, en fait, si je devais, et je conclurai là-dessus, si je devais décider qui sera le prochain coach du TFC, en fait, si c'est pour mettre Thierry Lauré ou David Guillon, comme j'ai entendu aujourd'hui, je préfère garder Garande. Si c'est pour mettre Laurent Batles qui a envie de venir, à ce moment-là, je ne me pose même pas la question et je vais faire venir Batles. Messieurs, coach Garande, vous a-t-il satisfait? Il a mis pas mal d'axes de débat, Samuel, en résumant un peu beaucoup de choses, mais plutôt que de dire on le garde pas, ses relations avec ses joueurs, sa saison. Moi, je trouve quand même, voilà, il a 2 ans. Moi, je te rejoins juste pas sur une chose, Samuel, sur le fait que je pense que le projet, il était sur 2 ans. Son contrat de 2 ans est clair, c'est à 2 ans pour remonter. Je pense pas que c'est dès la première année. La première année, oui, mais l'objectif était quand même rempli, c'était d'espérer d'accéder à la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Après, voilà, on n'y est pas arrivé, mais messieurs, moi, je suis même surpris par ce qu'il a fait. Alors que parce que c'est quelqu'un, moi, que j'ai… Dans sa communication, et j'y viendrai après, c'est pareil pour Thierry Lauré, où j'ai toujours eu du mal. À Caen, etc., le personnage, j'ai toujours eu du mal. Ce qu'il a mis en place, il y a eu une saison extraordinaire à Caen, où ils ont fini 7 ou 8e. Et dans le jeu, c'était vraiment très intéressant. Et c'est un peu ce qu'on a retrouvé à Toulouse, même si c'est un dispositif différent. Et après, le reste du temps, Caen, on se faisait chier tout le temps. Et j'avais très peur. Et j'ai eu encore plus peur le jour où il a signé, où je l'ai vu dans un petit bar juste à côté de chez moi, un cigare au bec, bière, machin, etc. Je me suis dit, il est venu en vacances. Il a chopé un contrat, il a très peu d'expérience. Garande, pourtant, il est assez âgé. Honnêtement, j'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. Et puis au final, après le début de saison, pareil. Et puis au final, il a mis des petites choses en place. Après, je pense qu'on peut lui mettre… on peut quand même dire aussi qu'il a profité d'un groupe assez bon, hein, pas en quantité, mais en qualité. Mais il a su mettre certaines choses en place qui ont marché sur toute la saison.
oui, on peut ne pas forcément après prescription de travail. Moi, c'est mon cas. Comme l'a dit Samuel, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Si c'est pour prendre Loré, Guillon, ces mecs-là, moi, honnêtement, rien que dans leur communication, les confs de presse, la façon dont ils s'adressent aux gens, etc., j'ai du mal, personnellement. Donc, c'est non. Mais voilà, je le dis, enfin, je sais pas, j'ai presque été surpris par notre saison avec Patrice Garand. Voilà, j'ai eu très peur, moi, quand il est arrivé. Et voilà, reconnaissons-lui quand même qu'il a travaillé très correctement. Et voilà, il y a honnêtement, au mois d'août, on finissait troisième, on était content. Donc ben voilà, on a fini troisième, donc pourquoi ne pas l'être? Voilà, on a des regrets, ok, sur les scénarios, etc. Mais Alex, toi, content de la saison du coach? À quoi tu t'attendais déjà en le voyant signer? Ouais, moi je m'attendais pas à grand chose avec Garand, un peu comme il dit, j'ai été agréablement surpris, surtout le jeu qu'il a mis en place, l'équipe assez spectaculaire qu'on a eu du coup cette année. Maintenant, je suis assez partagé sur le fait de il faut le garder, il faut pas le garder. Honnêtement, je vais même pas trancher, j'ai même pas d'avis là-dessus. Je pense que les dirigeants ont plus de billes que nous pour prendre la bonne décision de le garder ou pas. Donc on verra et puis de toute façon, on soutiendra la décision de la direction. Quelle relation il avait d'ailleurs avec les Indians, Garand? Vous avez une relation déjà ou pas du tout? Pas tellement, comme il n'y a pas de match au stadium. Après, bon, ça fait toujours plaisir. Tout ce qu'il a pu dire en conférence de presse, ça faisait toujours plaisir, mais on l'a jamais rencontré directement. Ouais, bah, avec le Covid aussi, un petit peu compliqué. Vincent, des réactions et après on va enchaîner sur d'autres avis. Oui, c'est assez partagé. Beaucoup de réactions. On a pas mal de personnes qui aimeraient un nouveau coach, qui parlent pas forcément d'échec, mais qui aimeraient voir quelqu'un d'autre simplement. On a beaucoup de personnes qui aussi aimeraient le garder, surtout si c'est pour avoir Loré ou d'autres rumeurs qui sont sorties. Je vais vous lire quelques commentaires comme Nathan, hein, pas celui de la feuille de match, un qui est meilleur apparemment. Encore une fois, remettons les choses dans leur contexte, voyons d'où on vient, comment le club était anneau dernier, le Covid qui a décimé notre effectif. On peut être fier de cette année, vraiment, ce serait une bêtise de se séparer de Garand. On a Thierry, pour lui, il est satisfait. C'est une équipe portée vers l'avant. Pour Thomas, ce serait n'importe quoi de changer d'entraîneur au bout d'un an. Comme ça, on se réadapte à un nouvel entraîneur, on galère à nouveau en début de saison et on ne monte toujours pas en Ligue 1. Il faut le garder, sauf si c'est son choix de partir. Et on a d'autres questions soulevées. Bon, là, on a beaucoup de rumeurs, de noms qui sont évoqués depuis tout à l'heure, mais on a aussi Lionel et Jérôme qui posent la question, pourquoi pas un coach inconnu des championnats français avec des idées différentes et des méthodes d'entraînement différentes? On entend beaucoup de joueurs français qui jouent à l'étranger dire qu'ils s'entraînent beaucoup plus et que c'est plus exigeant. Ça, c'est vrai que c'est étonnant de la part de Comolli. D'aller dans tous les sens pour recruter des joueurs. Alors, par contre, avec les entraîneurs, il est dans le hyper conservateur, apparemment, de ce qu'on voit. Parce que Garand, Loré, Guillon, c'est pas hyper novateur, quoi. Après, pourquoi pas? Enfin, bon, moi, j'ai un point de vue nuancé sur lui, parce que je pense qu'effectivement, enfin, on est tous d'accord pour dire que, vu d'où on est parti, c'est déjà incroyable de nous avoir mené là où on était en février-mars et même de nous avoir amené à la 3e place. Après, je pense qu'il s'est donné les moyens de faire une saison exceptionnelle et qu'il n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite implicitement. Enfin, en donnant à ce groupe un tel élan, forcément qu'on imaginait autre chose. Et après, il y a aussi le fait que, d'abord, moi, je pense que les joueurs moi, j'ai senti un peu de lassitude vers mars, du coup, enfin, un peu ce tournant-là où on commence à ne plus gagner à l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi une grosse part de responsabilité de l'entraîneur là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne sentait plus cet élan-là et on l'avait perdu. Et ça, c'est son rôle aussi d'entretenir cette flamme-là. Et autre chose, c'est que Garand, c'est quand même pas vraiment un formateur. C'est pas quelqu'un qui fait progresser les joueurs tactiquement. C'est pas là-dessus qu'il est fort. C'est, je pense, un bon manager, quelqu'un qui sait gérer un groupe, qui a créé un super groupe. C'est pas quelqu'un qui fait progresser les jeunes et c'est pas quelqu'un qui a beaucoup confiance dans les jeunes. Même au début de saison, il croyait pas tellement qu'il allait faire d'Adli un titulaire, ni des autres. Diakité, Roux, dès qu'il a pu, il les a sortis pour installer De Wast et Gabrielsen. Et je pense que dans un club comme le TFC, ça pose quand même problème parce que nous, notre identité, c'est la formation. Et donc, tu parles du centre de formation Rolls-Royce évoqué par Damien Comolli dans la dépêche, par exemple. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire un truc, c'est que tu disais que Garand voulait garder Taoui, mais c'est le conflit entre Taoui et le club, il part de Garand. C'est que Garand et Taoui s'étaient embrouillés à l'entraînement. Et après, du coup, il a dit « je veux plus le voir ». Et c'est à ce moment-là que Comolli a été obligé de donner raison à son coach parce qu'il avait des résultats et qu'il l'a mis de côté. Et encore heureux qu'il a donné raison à son coach. Enfin, je suis désolé, les gars, mais Taoui, avec tout le talent qu'il a,
Il n'avait rien prouvé, il n'était pas titulaire, il n'était même pas remplaçant. Enfin, il y a un coach, au bout d'un moment, il faut arrêter que les joueurs commandent tout. L'entraîneur, voilà, tu vois, c'est peut-être un peu trop extrême. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais au bout d'un moment, tu mets un peu de faille d'entrée de jeu, tu te mets un peu de faille. Ouais, mais tu peux essayer d'être un peu plus dans le management, etc. Mais au bout d'un moment, peut-être que si tu veux te faire ta place et tu veux t'imposer, c'est ce qu'il a tenté. Ça a marché, pas marché. Pour le moment, pas trop, parce que on n'arrive pas au bout. Garand, moi je trouve quand même qu'il a fait du boulot. Après, il a eu des carences dans la saison, cette fameuse de ne pas trouver une alternative tactique lors des matchs, et ça on l'a déjà souligné plusieurs fois, et moi je reprocherai toujours ça. Mais après, on a vu du jeu, on a vu des buts, le public est revenu parce qu'il Garand, quand le nous a raconté une histoire cette saison avec tout le monde. Il a fait des heures, ok, mais c'est un projet, et de le changer là d'entrée cette année pour en prendre un autre parce que ça a échoué. Si on commence oui, mais si c'est Laurent Batles, on va rester 10 ans en Ligue 2. Au bout d'un moment, laissons-nous construire quelque chose. Sur 2 ans. Si c'est Laurent Batles, l'autre qui arrive, projet 100% avec un gars issu du cru, qui sait ce que c'est que d'être champion. Ouais, et si dans un an il est 3e, on le dégage, on en prend un autre. Le problème, c'est que sur quoi il va capitaliser Garand s'il reste. Garand, il a pensé court terme, il a pensé efficacité. Il a un contrat de 2 ans, c'est normal qu'il pense court terme. De toute manière, c'était les gars, sur le contrat, on savait que Garand, lui-même, il savait qu'il avait 2 ans. Non, mais de toute façon, les contrats d'1 an, ça n'existe pas. Quand tu es entraîneur, tu signes moins 2 ans, tu signes très rarement 3 ans parce que c'est. C'est pour ça qu'en 2 ans. Mais non, mais après, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour construire à l'intérieur du club un projet à long terme? Rien. Lui, son projet, c'était un truc à court terme. Il a mis un projet de jeu, les gars. Il a mis un 3-5-2 en place. Tous les entraîneurs des 10 dernières années n'ont pas su mettre en place. Un schéma tactique, c'est pas un projet de jeu, je suis désolé. Attends, excuse-moi, Alain Casanova, il nous avait sorti un 3-5-2 du chapeau aussi. Ouais, qu'il n'a pas assumé, qu'il est vite reparti. Garand, il l'a assumé jusqu'au bout. Ah bon? À l'époque, avec Serge Aurier qui marquait 10 buts alors qu'il était piston droit, il l'avait pas assumé avec Tabanou sur l'autre côté? Il a fait ça toute la saison, je suis pas sûr. Moi, j'aurais aimé qu'il le garde, son 3-5-2 Casa. Non, mais si tu veux, pour peut-être terminer là-dessus, mais dans tous les cas, le TFC l'année prochaine, on va plus avoir cet effet de surprise entre guillemets avec ces joueurs là qui sont nouveaux, qui sont un peu frais. L'année prochaine, c'est une nouvelle saison, et le TFC, même qui était déjà attendu cette année, mais pouvait bénéficier de l'effet de surprise avec ces nouveaux joueurs. Est-ce que ça va être des recrues qui vont s'adapter? Qui est ce Spearing? Qui est ce Van Den Bomen? Qui est ce De Jagereux? Qui est ce Bayo? Maintenant, les mecs, ils le savent, quoi. Ça veut dire que pour le prochain coach, la mission qu'il va y avoir en plus de ça, c'est de savoir, et je dis le prochain coach, mais ce sera peut-être pas ce Garand, mais la difficulté qu'il va y avoir en plus de rattaquer la saison, c'est que maintenant, je pense pas que l'effectif va être chamboulé à 80% parce que ça aurait été le cas s'il y avait une montée en Ligue 1. Mais là, on va être plus attendu et les joueurs sont moins inconnus. Et dans tous les cas, tu sais que les adversaires te travaillent différemment, sont plus au courant et c'est moins facile. Tu trouves moins d'espace, c'est logique. Il y a autre chose, c'est qu'il ne faut pas lâcher Garand pour lâcher Garand. Et ça, je pense que Comolli le sait. Mais bon. Pour avoir tiré Loré, moi, c'est hors de question en tout cas. Voilà, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça d'ailleurs. Hein, mais bon, je trouve que ça sent pas très bon pour Garand. Quand même, les déclarations de Comolli, quand tu commences à temporiser, à dire. Peut-être que Garand n'a plus envie. Emmanuel, peut-être que Garand n'a plus envie aussi. Peut-être qu'il fait de la politique, mais qu'il a peut-être plus envie. On ne sait pas. Beaucoup de mal à le croire parce que je pense que c'est quand même plutôt cool pour l'entraîneur qu'il est. Bien sûr. Et en plus, c'est pas ce qu'il a dit sur Twitter. Et je pense qu'il ne se serait pas livré comme ça si lui, de son côté, il disait « Oh, je vais prendre du recul ». Je pense que c'est une formule diplomatique de Comolli pour dire « On va prendre notre temps ». Mais à mon avis, c'est plutôt Comolli qui prend du recul pour réfléchir. Mais quand tu commences à dire ça, c'est comme dans un couple, quoi. Si tu commences à dire « Vas-y, on va avoir quelques semaines ». On fait une pause. La pause, elle n'est jamais bonne. Voilà, c'est sensible. La seule question. Allez, on termine sur ça. Mehdi, tu termines sur ça. Ouais, juste la seule question, c'est quand même, est-ce qu'avec sa méthode de management, etc., ils sont assez frais pour repartir sur une nouvelle saison avec lui? Voilà. Je pense que c'est la question que doit se poser Comolli et qui tentera d'y répondre dans la semaine. Il doit interroger, je pense, les joueurs, le staff, etc., faire un petit peu le tour. Et s'il n'y a pas tant d'usure que ça, il repartira. Par contre, s'il pense qu'on n'est pas capable de repartir sur la même chose et que très rapidement, il peut y avoir une usure, ça ne repartira pas. Pour gagner des matchs, il faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui.
Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Le mercato, il va être mouvementé pour nous, messieurs. Hein. On va terminer Il a sur déjà ça. commencé, mais il est bizarre ce début de mercato. Il est un peu chelou, mais bon, il va être très très mouvementé, je pense. La première nouvelle qui a été sortie le lendemain de la défaite, de l'échec au barrage, c'est l'option d'achat levée sur De Jagereux. Maintenant, il y a tout plein de spéculations. Donc Samuel, vas-y, Non, mais on se faisait tous la remarque. Super, on est tous contents. Des Jagereux, on était comme des fous. Mais si tu te mets, sans déconner, premier degré, si t'es Brest des Jagereux, qui a déjà clamé son amour de la ville 30 fois, qui se sent super bien, machin, il adore la ville, il adore les gens, machin. Vous trouvez pas ça bizarre qu'ils commentent pas qui partagent pas, qui disent pas sur les réseaux? Est-ce que, je sais pas, qu'ils mettent pas un petit post, je suis content, allez, 2 ans de plus, ou je sais pas combien de temps il a signé, l'option levée pendant X années, machin, content. Moi, je sais pas, ça sent l'entourloupe, cette histoire. À mon avis, une offre de 4 millions et Brest des Jagereux, vous pouvez l'oublier. Alors moi, je pense que ça va pas être si simple que ça, parce qu'à mon avis, c'est aussi un peu un coup de force du club. Parce qu'à mon avis, ce dont on peut être sûr même, c'est que des Jagereux, il va avoir des propositions. Bien sûr, des sollicitations en Ligue 1. Probablement en Ligue 1 où il a été vu. Et lui, ça va lui donner envie, parce qu'en plus, il a un moment de sa carrière où s'il ne prend pas le train maintenant, il ne sait pas ce qui peut arriver. Il n'est pas sûr de monter avec nous l'an prochain, donc il s'engage dans un truc quand même un peu flou. Et il n'est pas sûr de connaître la Ligue 1. Donc il y a ça. À mon avis, la seule inconnue, c'est la volonté du joueur, mais après, c'est un peu un coup de force de Comolli, dans le sens où là, il a fait signer le joueur. Donc aujourd'hui, il nous appartient et c'est à nous de dire si on veut le lâcher ou pas. Enfin, du coup, on ne sait pas jusqu'à quand court son contrat, mais j'imagine qu'il n'a pas signé que pour 1 an, là. Donc, on n'est pas dans le cas de Adli, on est obligé de le lâcher, sinon on le lâchera gratuit. Et en plus, là, lui, il n'a pas une valeur marchande énorme puisqu'il a 30 ans, donc si on veut le garder, on le garde. C'est pour ça que je te dis 3-4 millions et il s'en va. Ouais, bon, écoutez, on verra. Vincent, tu avais une réaction sur les Jagereux? Ouais, moi j'ai l'information, je sais pas pourquoi il répond pas. Hein. Depuis qu'il est arrivé en France, les bars étaient fermés, là ils sont rouverts. Un bon flamand, il est au bar tous les soirs, il n'a pas le temps de vos conneries, Twitter, tout ça, il connaît pas. Hein. Là, c'est la carte du jaune, merci, au revoir. Merci. À votre avis, les gars, quels sont les postes à renforcer là pour ce mercato? Je vois Mehdi qui hausse les La yeux. défense centrale. Mais il va y avoir une saignée. Hein. Déjà, est-ce que tous les prêtés vont rester? On ne sait pas. Il va y avoir des jeunes qui vont partir. Mais pour vous, quels sont, hormis, on ne va pas forcément parler des joueurs vraiment, mais les postes à renforcer pour vous, c'est quoi? Il va falloir voir tout simplement en fonction des départs aussi. Je pense que la priorité, le mercato va se faire en fonction de ça aussi. Parce que l'effectif en lui-même, à part sur certains postes qui ne sont pas complètement doublés, je pense que la direction est à peu près contente de ce qu'ils ont fait. Ils sont contents de ce qu'ils ont fait, je pense. Moi, je pense que ça dépendra des départs. Voilà. Déjà, tu sais que tu peux recruter un 8 à la place de Koné. Mais même, tu sais que tu peux recruter un milieu offensif parce que Adli, tu vas le voir partir avec le maillot de l'OM. Exactement. Et après. On n'est pas à l'abri d'un autre départ aussi de joueurs qui sont peut-être un Machado. Moreira, c'est fini. Hein. On est en Ligue 2, il ne va pas prolonger. Qui? Moreira. Ah oui, voilà, par exemple, Moreira, donc un piston droit, mais ça, à la limite, je pense que c'est trouvable et remplaçable. Et un piston gauche aussi. En disant ça, je pensais à Kevin. On va passer à 4 l'année prochaine. Apparemment, le 3-5-2 serait. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Mais moi, du coup. Je pensais à Kevin Amiens, moi. Je suis d'accord avec toi. De quoi Amiens qui part, ouais. Ouais, moi, je pense qu'il a envie de partir. Après, il lui reste 2 ans de contrat, lui. Donc, on a un peu plus la main. Il y a des Ligue 1 qui sont dessus. Il y a des... Ouais, mais là, on a la main pour le coup. Si on veut le garder, on le garde. Oui, mais bon, si ça fait un petit moment, lui, qui dit qu'il est en bout de course ici, il a fait une saison honnêtement assez bonne. C'est le plus régulier de tous les défenseurs. Il n'a jamais été exceptionnel, mais il a toujours été à peu près bon. Et il est encore jeune, il est encore très jeune. Kevin Amiens, il va faire 23 ans, je crois. Donc, il va forcément avoir des sollicitations. Et alors là, par contre, lui, à remplacer, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué parce que je ne pense pas qu'avec De Wast,
Mais non, t'as Bafo. Il faut installer. Moi, je pense que le chantier numéro 1 de l'année prochaine, c'est de faire confiance, s'appuyer enfin sur ces jeunes. Est-ce que Bafo va rester, Sam? Bafo Diakité, Anthony Rouault, c'est maintenant ou jamais, quoi. Alors, il y a ça aussi qui pèse dans la balance. On parlait de Garande tout à l'heure. Si tu es Diakité ou Rouault, tu n'as pas envie de rester s'il y a Garande. Alors que tu as des propositions ailleurs, éventuellement à l'étage supérieur, tu ne vas pas rester avec Garande qui te met sur le banc. Donc, ça aussi, ça peut entrer en compte. Et après, même en dehors de ça, je pense que là, on est bon déjà pour recruter à tous les postes, en fait. Il n'y a aucun poste où... peut-être pas avant-centre, parce que s'il joue qu'à... Bayo, il est parti, hein, là. Aujourd'hui, on n'a pas eu donc... Ouais, mais je sais pas si ça va se concrétiser. Peut-être qu'ils le feront revenir, Bayo, parce que le Celtic, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un Vakun Bayo, tu vois? Bayo à Sochaux, apparemment, intéressé par Sochaux. Mais l'option d'achat était assez élevée. Hein. Je crois que c'était 1,5 million. Ouais. Alex, tu mettrais quel poste à remplacer, à part le retour dans le stade? Il va falloir remplacer tous les départs de joueurs, quoi, parce que ça risque d'être un peu la fuite en avant. Il y aura sûrement la moitié de l'équipe à changer au mercato, donc il va falloir faire marcher la data à fond, là. Il y en a des retours, Vincent, aussi, non? Ah oui. Ouais, c'est les questions qui sont pas mal posées sur les prêts. Le retour, c'est Sébastien qui évoquait un promis, mais c'était repris pas mal de fois. Et le retour de Silla et Leia. On a aussi Cédric qui pose des questions. D'autres l'ont posé aussi. Les cas de Koulouris, Moubélé et le cas aussi de Saïd. Moubélé, il est en fin de contrat. Moubélé, il s'en va. Koulouris, ça fait depuis 6 mois qu'il est le premier qui arrive avec 3 Knaki Hertha et un chèque qui s'en va aussi. Quant au reste, il y a aussi Mathieu Goncalves qui va revenir de son prêt au Mans. Sidibé aussi. Kalidou Sidibé qui va revenir de son prêt à Châteauroux. C'est des mecs qui, je sais pas. Sidibé avait pas, Castelroussin n'avait pas l'air de s'en plaindre trop défensivement. Tu vois, il peut dépanner. Va t'en savoir. Mais Koulouris, les rois de Koulouris, c'est terminé. Hein. Faut pas se faire d'illusions. C'est terminé, mais alors il y a un truc, c'est que moi je connais pas exactement sa mentalité et qu'il touche 40 000 € à Toulouse et que les clubs qui le voudront cet été, c'est pas des clubs qui lui donneront 40 000 €. Ce sera éventuellement des Turcs ou des Grecs, donc des clubs qui roulent pas sur l'or et qui parfois payent même pas les salaires. Donc, s'il veut nous casser les couilles, lui, il peut rester encore. Et il y a quand même le plus gros salaire de tout ça, c'est Saïd quand même. Ouais, il va falloir réussir. Soit il s'implique complètement. Mais c'est fini, Mehdi. Soit c'est dehors, quoi. Son meilleur pote Moreira va partir. Non. Il n'était pas investi. Et bien dehors alors. Ouais, on va avoir un mercato très mouvementé, en tout cas, messieurs. Je pense que dans les bureaux, ça prépare tout ça à fond, que ça a même anticipé certaines choses. On a aussi le mec de 7 là, c'est Comment Kléber. Ouais. Il y a Tita aussi, peut-être qui sera peut-être un peu juste pour le début de saison, mais qui peut. Non, mais tu vas voir. De ce qu'on sait, comment il s'appelle, Ali Rachedi a été envoyé dans les fjords, donc t'attends pas à avoir un recrutement. Voilà, il allait superviser dans les fjords. Il y a McFarlane qui a des yeux sur tous les championnats, tous les seconds couteaux, les championnats genre des deux néerlandaises, tout ça. T'attends pas à ce qu'on aille te chercher du franchouillard. Tu vas avoir exactement le même mercato qu'à l'été dernier, avec des purs inconnus que tu vas payer 400 000 bâtons et puis qui vont peut-être s'imposer. Voilà, et qui sont faits sur la data. Il ne faut pas s'attendre à une révolution du mercato du TFC. Le seul truc que j'espère, c'est qu'on aura retenu la leçon de cette année où on a eu un temps de retard, comme je le disais tout à l'heure, sur le mercato et qui nous a mis dans la sauce pour le début du championnat. J'espère que là, de toute façon, ça va s'enchaîner très vite. Dans 1 mois et demi, c'est la reprise. Hein. Voilà, je pense qu'on a plus le temps de voir venir que l'an dernier, c'était vraiment le bordel avec la vente. Et je vais dire autre chose, je sais plus ce que c'est. Vas-y. Ouais, j'ai un Jean-Louis qui pose une question sur est-ce qu'un mec. Pardon, j'ai compris. Vincent qui voulait parler, désolé Vincent. Non, t'inquiète, pas de souci. Non, moi, concernant le mercato, j'avais aussi noté un joueur par ligne en fait à recruter. La défense, mais pour les problèmes qu'on lui connaît. Au milieu, pour remplacer Koné, justement. Et un milieu offensif, du coup, pour pallier le futur départ de Adli, en tout cas. Pour ce qui est du gardien, je pense que ça devrait aller. Et plus une doublure de Machado. Donc, 4 joueurs. Si la Goncalves, ça va jouer entre les deux, je pense, à doublure. Doublure de Dupé, vous prenez pas, vous? Moi, je prends. Bon, ils l'ont Peterson, il a été refait pour l'avenir. Hein. Ça bougera pas. Hein. Ouais, mais enfin, dommage. J'ai pas dit qu'il était bon, j'ai dit que ça bougerait pas. Ouais, je sais pas. Non, c'est même pas sûr, ça, d'ailleurs. Apparemment,
ça réfléchit. Peut-être qu'on le prêtera. Enfin, bon, je sais pas. Je suis pas dans ça. Ouais, le retour de Marc Vidal, peut-être. Il y a Jean-Louis qui demande justement par rapport aux rumeurs, enfin par rapport à l'investissement de Redbird dans Liverpool, est-ce que ce serait pas possible de voir un mec de Liverpool en prêt? Non, bah, ouais. Ouais, mais de Liverpool, ça Salah, tend pas Firmino. Salah ou Mané, peut-être. Ouais. Salah ou Mané. Firmino, on sait pas. Ouais. Non, mais pourquoi pas un jeune inconnu. Bien, ils se sont prêtés un arrière-gauche de Liverpool là, cette année. Il a joué 10 matchs et il n'a plus jamais touché le ballon. Ouais. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. On a essayé de faire le tour. En tout cas, il y avait tellement de choses à dire. Une dernière petite info quand même que Yves m'a envoyé, que ça a été diffusé aussi sur le site. Là. Donc le 8 juin, il y aura une collecte de sang au stadium. Donc le mardi 8 de 9h à 18h, vous avez rendez-vous au stadium pour donner votre sang dans l'espace Bodega. Ce sera l'occasion aussi de communier entre les supporters, peut-être les joueurs aussi qui seront peut-être là, certains ou certains dirigeants. Mais voilà, une petite occasion de se retrouver tous là-bas. Alex, toi, pour la rentrée, si je ne dis pas de bêtises, le calendrier de Ligue 2, c'est fin juillet. Est-ce que ça retourne dans les stades ou pas d'infos encore? On est dans l'attente de plus d'informations. Normalement, ça devrait être bon. Après, on va voir, dans quelles conditions, mais on prendra une décision avec le groupe. Ok. Il y aura des abonnements comme l'année dernière aussi. Enfin, il y aura toute une démarche, je présume. Oui, bien sûr, il y aura une campagne d'abonnement et d'adhésion. On espère pouvoir la lancer le plus vite possible. On attend là aussi les retours du club. Ok. Bon, en tout cas, tiens-nous au courant. Il sera bien sûr pour parler de tout ça. On relaiera les infos. Samuel, du coup, une info pour le site, pour les volets. Ouais, un petit truc pour dire que déjà un grand merci à tout le monde parce que c'est vrai que ces derniers temps, les audiences du site sont vraiment super, sont vraiment top, quoi. Là, notamment après le Toulouse-Nantes, il y a un matin à 8h, on avait les connexions en temps réel. Le matin à 8h, tu as 2000 personnes en direct sur le site. C'est tout bonnement exceptionnel. On a fait des records encore et ça, c'est grâce à vous. Et merci beaucoup pour votre fidélité et votre soutien sans faille. Et parce qu'on a connu ce coup dur avec les serveurs et tout ça. On va vous dévoiler pas mal de nouveaux trucs. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais gardez une photo du site. Ça va, parce que il va y avoir des changements. On va arriver avec plein de nouveaux trucs. JB en a un peu parlé, des nouveaux gros projets qu'on va vous dévoiler là dans les prochaines semaines. Voilà, donc merci à tous. Et là, on va passer en mode mercato. On va se régaler. Les petites rumeurs, les petits sondages, les 5 infos sur un gardien austro-hongrois qui arrive de je sais pas où. C'est les meilleurs moments de la saison. Donc voilà, merci du fond du cœur à tous ceux qui faites la renommée de ce site et sa crédibilité. Et voilà, ça on vous le doit et on ne vous l'enlèvera pas. Merci Sam. Petit mot aussi de la DIST parce que ils ne sont pas présents ce soir parce que Yves il bosse. Mais le jeu concours il se lance, il est enfin lancé. Alors attendez, hop, je vais essayer de vous le montrer. Mais regardez, elle est là, elle est belle l'affiche, elle est encadrée, elle n'est pas en entière, désolé. Elle est à gagner, alors ce sera pas celle-là, ça c'est la mienne. Mais c'est la dernière qui reste, Yves, il en reste une dernière. Donc il y a un petit jeu concours qu'on va balancer pour gagner cette magnifique sérigraphie. Elle vous sera même encadrée, on va même faire l'effort de l'encadrer, on vous la livrera. Donc on va vraiment faire les choses bien. Le petit jeu concours, on lancera demain, donc dès mercredi. C'est Vincent qui va s'en occuper. Les conditions, elles seront assez simples. Là. Ça sera sur Facebook et Twitter. Il faudra s'abonner à la DIST et repartager le post. Ça a une valeur quand même de 60 €. Donc ce n'est pas rien. C'est une sérigraphie. Il n'y en a que 50 et quelques qui ont été faites par des artistes toulousains. Elle est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à participer et à essayer de la gagner. Voilà, messieurs, écoutez, on a fait le tour. Nous, on se retrouvera bientôt. On vous tiendra au courant pour l'émission, pour la reprise. Je pense honnêtement qu'on sera dans un studio de radio et je l'espère fortement. Sûrement qu'il y aura du Facebook Live aussi, peut-être, mais ce sera autour d'un studio et de vrais micros. On vous tient au courant. Il va y avoir l'intersaison aussi, peut-être du mercato. On n'en sait rien. Mais en tout cas, merci pour cette belle saison, pour cette année de nous avoir suivis. Merci au violet.com. Merci à la DIST, aussi à tous ceux qui ont participé à cette émission cette année. Merci à toi, Alex, aussi d'avoir toujours répondu présent parce qu'à chaque fois qu'on t'a appelé, tu as toujours dit OK. Donc, merci, vraiment merci à toi.
Avec plaisir. Et les gars, nous on se retrouvera à la feuille de match pour l'Euro. Vous allez voir, on va vous faire vivre l'Euro par le biais de petits articles et peut-être des émissions aussi en radio, on espère vraiment. On se retrouve très rapidement pour la rentrée. Dans un mois et demi, c'est la rentrée. Pour la rentrée, c'est rien ça. De toutes les news, que ce soit sur les différents réseaux, les différents sites, que ce soit les violets, la feuille de match ou voir la liste. À très bientôt. On sait qu'on n'a pas eu le temps de tout analyser ce soir. On n'avait qu'1 heure. On a essayé d'en faire un maximum. En tout cas, merci à tous et passez une belle soirée. Ciao, ciao.